Bien, on va démarrer ce conseil municipal, si vous voulez bien. Mesdames et messieurs, bonjour à tous, bonjour au public également. Le quorum est largement atteint, la séance est ouverte. Avant de désigner le secrétaire de séance, on va regarder pour les pouvoirs, si vous en avez les uns des autres. J'en ai 3. Tu peux suffire. Il faut que je le fasse. Oui, c'est simplement. Alors, qu'est-ce que j'ai? Laurence Battantier qui donne pouvoir à Christophe Vambel. Véronique Toutan qui donne pouvoir à Pierre Jacobelli. Christophe Gordin qui donne pouvoir à Cyril Levroy. Et Paul Vivier qui donne pouvoir à Olivier Perrault. Sandy, où es-tu? Tu es là. Eh bien, si tu veux bien, Sandy, comme tu es plus jeune, toujours, assurer le secrétariat de séance. Avant d'examiner les points à l'ordre du jour, je vous propose de procéder à l'approbation du procès verbal de la séance du 25 mars dernier. Est-ce qu'à propos de ce procès verbal, il y a des remarques? Pierre. Je parle au nom de Véronique Toutan, qui m'a expliqué ce que je veux dire. Et je reviens que dans la page 4, concernant la relève de la hausse de 77% des indemnités des élus. Alors, elle me dit, précise que le montant supérieur inscrit correspond à un adjoint supplémentaire. Donc, elle aimerait que ça soit marqué comme ça. Donc, ça ne pose pas de problème. Je suis en train de le... Non, c'est pas le détail, mais oui, s'il te plaît, merci. Donc, sur la page 1, 2, 3, page 4, en bas de la page 4, oui. Ah, en bas? Oui. Et elle veut écrire, vas-y, redis-nous à voix, s'il te plaît. Elle précise que le montant supérieur inscrit correspondait, pour nous, enfin, dans l'ancienne municipalité, à un adjoint supplémentaire. D'accord. Bon. Ok, c'est noté. Est-ce qu'il y a d'autres points? Non, ce sera tout. Moi, j'ai vu. Ah, je t'écoute, ce que tu disais. Dans la page 3, je crois, concernant l'antivirus, M. Perrault ajoute qu'en plus, un antivirus acquis, donc c'est pas acquis, c'est loué, et pour un montant de 1 512 € et pas 500 € par trimestre, n'est installé nulle part. 1 512 € par trimestre qui n'est installé nulle part. Et j'ai une deuxième chose, un tout petit peu plus bas, M. Perrault explique que cela n'est pas possible à propos du remboursement de 10 000 €, car le matériel appartient à la commune, puisque l'option d'achat a été levée, et non en location veut rien dire. Oui, le matériel appartient à la commune et non en location, c'est vrai. On l'a pas vu. Donc tu veux remplacer et non en location Pas puisque l'option d'achat a été levée. Puisque l'option d'achat a été levée. Donc on met, voilà, car le matériel appartient à la commune, puisque l'option d'achat a été levée. Ok. Tu as d'autres remarques? C'est tout. Est-ce que l'un d'entre vous a d'autres remarques? Non. Par conséquent, je vous propose de procéder à l'approbation du procès verbal de conférence. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Monsieur David? Oui. Pour. Monsieur David. Donc, parfait. On va passer donc aux différents points de l'ordre du jour. Le premier concernant... non, Christophe, tu veux intervenir? Oui. Juste pour vous informer que à la table derrière nous, à côté de Cécile, il y a une nouvelle tête qui va être dans la commune, dans la mairie. Il s'agit de Sylvie Dulac, qui nous a rejoint après le départ de Laure Cicotelli, qui a souhaité aller vivre d'autres aventures personnelles. Et donc, c'est avec plaisir qu'on accueille Sylvie en mairie et qui aura la fonction de s'occuper du social, de l'urbanisme et également de l'assistance à la direction générale des services. Voilà.
Donc bienvenue en commune. Merci. Bienvenue chez lui. Alors, concernant les points à l'ordre du jour, on démarre par le premier. Il concerne les subventions et je passe immédiatement la parole à Valérie Nectou concernant deux subventions pour les CCE de l'école maternelle d'une part et de l'école élémentaire d'autre part. On t'écoute. Pour cette année, une subvention est proposée donc, à l'école maternelle et à l'école élémentaire pour un montant de 310 € comme l'année dernière, c'est le même montant. Par rapport au versement 2014 pour l'école élémentaire, donc il y a effectivement une grosse différence de subvention, sachant que l'année dernière, l'école élémentaire nous avait demandé une subvention de 3 200 € pour un projet photo. Et cette année, Madame Bernard donc, a fait le souhait de ne pas nous en demander pour faire un effort au niveau des frais par rapport à l'état de la commune. Au niveau de la subvention Léo Lagrange. Non, on va d'abord voter pour l'école maternelle, pour l'école élémentaire, on passera à Léo Lagrange après. Okay. Est-ce qu'il y a des remarques par rapport à cette subvention ou des questions, pas spécialement? Donc concernant le CCE école maternelle, subvention de 310 € pour 2015, la même que celle pour 2014, qui est pour unanimité. Merci. Concernant le CCE école élémentaire, une subvention de 310 €, qui est pour tout le monde de l'unanimité également. On passe donc à la subvention suivante, qui est la subvention pour Léo Lagrange. On t'écoute, Valérie. Donc, concernant la subvention Léo Lagrange, nous votons une partie de la subvention pour le moment, sachant qu'au 1er juillet, il y a une revalorisation de l'indice. Donc on ne peut pas avoir le montant total pour le moment sur l'année 2015. Donc on a fait le choix de faire une partie de la subvention pour payer à peu près jusqu'à la fin août. Et en septembre, on fera le reste pour le sol. Le sol, oui, cherchez-vous. D'accord. Léo Lagrange, pour rappel, c'est la crèche, la DSP que nous avons sur la gestion de la crèche. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions concernant cette subvention? Non, pas de remarques, pas de questions. Qui est donc pour cette subvention de 110 000 € en 2015? Unanimité, merci. Concernant la subvention suivante, il s'agit de la subvention versée au Centre communal d'action sociale. Donc assez naturellement, je vais me tourner vers Corinne Jourgeon. Donc, il est proposé au conseil municipal d'autoriser le versement de 33 000 € au CCAS, proposition identique à 2014. D'accord, merci. Concernant cette subvention donc identique à celle de 2014, que nous avons souhaité maintenir, est-ce qu'il y a des questions? Pas spécialement. Par conséquent, on passe au vote. Qui est pour? Unanimité. Merci. Enfin, dernière subvention à l'ordre du jour, celle pour Codea. Christophe Vandel, on t'écoute. Alors, pour Codea, il s'agit du projet d'adduction d'eau potable. On en a beaucoup parlé ces derniers temps. Donc, pour rappel, pour mémoire, le projet d'adduction d'eau potable, c'est un projet qui concerne les communes de Baham au Cameroun. Et c'est un projet qui avait été initié pour permettre à ces communes de disposer d'eau courante. Le projet a été séparé en deux parties. Une partie qui consiste à chercher des forages et une autre partie qui consiste à les réaliser. Et pour la recherche des forages, il y a eu une subvention qui a été obtenue auprès de l'agence de l'eau, Rhône-Alpes Méditerranée Corse. Et ce montant, cela portait sur un montant de budget initial de 115 000 €. Et l'agence de l'eau en prenait 80% à sa charge. L'intégralité de l'étude a été terminée, le dossier technique a été transmis à l'agence de l'eau, l'intégralité des comptes ont été visés quant aux dépenses, et donc l'agence de l'eau a versé le solde de la subvention auquel il s'était engagé. Et donc au jour d'aujourd'hui, nous vous proposons, alors je vais juste continuer juste une fois, afin de la commune est maître d'ouvrage de ce projet, et afin de déléguer la maîtrise d'ouvrage a été déléguée à une association qui s'appelle Codea, et qui est en fait une association qui est en interaction avec les communes en Afrique pour gérer ce type de projet. Donc on a un assistant à maîtrise d'ouvrage
Et cet assistant de maîtrise d'ouvrage est Codea, et Codea verse donc toutes les factures qui sont liées à ce projet, évidemment après réception des bilans financiers. Donc ces bilans financiers et techniques ont été validés par l'agence de l'eau. L'agence de l'eau verse donc le solde correspondant à la subvention auquel il s'est engagé. Et ce solde s'élève donc à 62 691,30 € qu'il nous faut voter afin de pouvoir verser cette subvention à Codea, de sorte à ce qu'elle puisse verser aux entreprises en Afrique les factures qui sont dues. Parfait, merci. Est-ce qu'il y a des questions ou des demandes de précision? Pas spécialement. On passe donc au vote pour cette subvention. Qui est favorable? Unanimité. Merci. Ok, second point à l'ordre du jour. Il s'agit de l'indemnité de gardiennage de l'Église. Selon la circulaire E 2015-17 de la préfecture du Rhône en date du 5 mars 2015, le plafond indemnitaire applicable pour le gardiennage des églises communales demeure en 2015 le même que celui fixé pour 2014, à savoir 119,55 €. Il est donc proposé au conseil municipal de verser cette indemnité d'un montant de 119,55 € au titre de l'année 2015. Est-ce qu'il y a des remarques? Pas spécialement sur cette indemnité. Donc c'est un vote à main levée une fois de plus. Qui est pour? Unanimité. Merci. On passe au sujet suivant qui concerne le retrait d'une délibération, cette numéro 2015-02 du 5 février 2015. Et pour nous en parler, je te passe la parole, Christophe. Donc, il n'y a pas longtemps, au mois de février, nous avons pris une délibération afin de nous porter garant d'un prêt contracté par Poste Habitat auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour l'achat, la construction de 7 logements dans le projet Bouygues qui est rue de la Paix. En fait, il s'avère que dans les documents qui nous ont été transmis par la Poste, il y avait une erreur de taux sur l'achat du foncier. C'est-à-dire qu'il y a deux types de logements, deux catégories de logements qui seront produits dans ce bâti. Des logements qui seront de type PLAI et qui sont des prêts bonifiés à un taux plus intéressant que des logements qui sont PLUS, qui sont avec un taux bonifié plus élevé. Moins 20 pour l'un et plus 44 pour l'autre. Et l'erreur de la Poste Habitat a été de reporter les mêmes taux de bonification pour l'achat du foncier, autant pour le PLAI que pour le PLUS, ce que l'on a voté la dernière fois. Et donc la Caisse des dépôts et consignations a refusé la délibération puisqu'elle n'était pas conforme. Et donc au jour d'aujourd'hui, il est proposé de retirer cette délibération afin de pouvoir prendre une autre délibération qui prendra en compte les bons taux de base, cette fois-ci, qui seront appliqués. C'est d'abord que l'on vote le retrait de la délibération avant d'attaquer l'autre. On fait deux votes ou on en fait un seul? Deux. Bien. Est-ce qu'il y a des remarques concernant cette délibération qui est retirée, puis reprendre avec les taux en vigueur? Pas spécialement, pas de remarques, pas de questions. Par conséquent, il est proposé au conseil municipal de retirer la délibération numéro 2015-02 du 5 février 2015, qui est pour unanimité. Et il est à présent proposé au conseil municipal de reprendre cette délibération avec les taux en vigueur, qui est pour unanimité également. Je vous remercie. Christophe, on va rester avec toi, puisque le point suivant à l'ordre du jour concerne la convention que nous avons avec ADN Service. Alors, ADN Service est une association d'insertion qui travaille sur plusieurs volets de travaux, volet ménage et également volet espace vert. Nous avons recours à l'association ADN Service pour entretenir le prêt des Anglais, le prêt qui est le long du SPAIS. Et donc cet entretien concerne les tontes, concerne le désherbage, concerne le fauchage du talus de la butte du SPAIS et également le fauchage du bassin de rétention. Afin de pouvoir régler nos factures à ADN Service, comme c'est une association, nous sommes dans l'obligation de prendre une convention avec eux. Et c'est cette convention que nous vous proposons de mettre au vote.
Parfait. Est-ce que concernant cette nouvelle convention, il y a des questions, des demandes de compléments? Alors, Oui. la convention que vous prenez, c'est de quelle date à quelle date qu'ils travaillent ces gens-là? C'est pour l'intégralité de l'année, du D'accord. 1er janvier au 31 décembre. C'est-à-dire qu'au mois de février, ils entretiennent les graminées, qui sont, enfin, les graminées, c'est toutes les herbes folles qui sont tout le long, et normalement qui faisaient, Ah, ça se fait au mois de février. On ne l'a pas mis, mais nous, on pourra le faire également par. Voilà, il faut par les leur dire parce services. que c'est au mois de février que ça se fait. Il faut les couper. Voilà. Ok. Donc éventuellement, on prendra soit on le fait Et faire. on dit tout le temps, on a fait passer le message à celle qui s'en occupe. Merci, j'ai lu. Oui, ouais, elle va du 1er avril au 31 au 30 novembre, mais en dehors de ces périodes, il n'y a pas d'actions qui sont réalisées. Et comme Pierre indique par la voix de la voix de Pierre indique que Véronique renseigne le fait qu'il faut effectivement s'occuper des graminées sur le mois de février. Il faudra effectivement qu'on le fasse à ce moment. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres compléments? Non. Donc concernant cette convention avec ADN Service. Ah, on n'a peut-être juste pas dit le montant. Cette convention porte sur un montant de 9 695 €. Et il y a combien d'interventions? Alors, il y a prévu 11 pompes sur le prêt, il y a prévu un fauchage sur la butte et également un fauchage sur le bassin. Et là, vous n'avez pas repris ADN pour les écoles, enfin la peinture des couverts? Même quai en face. Alors, on n'a pas repris ADN parce qu'on a ciblé une autre priorité. On va travailler un petit peu sur la réflexion des radiants, on va dire. On va commencer, etc. Et donc, on se réserve. Donc, c'est plutôt une enveloppe dans ce sens-là. Donc, ADN, cette année, on ne les fait pas intervenir Sur ce volet-là. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres compléments souhaités? Non. Donc, concernant cette convention avec ADN Service, qui est pour lui confier les travaux d'entretien d'espaces verts et courant de la période notamment du 1er avril au 30 novembre 2015 pour un montant de 9 695 €. Et il est proposé au conseil municipal d'autoriser le maire à signer cette convention avec ADN Service qui est favorable. C'est unanimé. Merci. Point suivant à l'ordre du jour, convention de mise à disposition d'un personnel auprès du football club Rive Droite. Le football club Rive Droite, l'année dernière, nous mettait à disposition l'un de ces personnels qui intervenait également à l'accueil de loisirs. Cette année, c'est le contraire, c'est-à-dire que c'est nous qui mettons un personnel à disposition de l'association XCRD. Un personnel communal à hauteur de 198 heures sur l'année scolaire 2014-2015, en contrepartie de quoi l'association s'engage à verser à la commune la somme de 2 827 € et 44 centimes, soit 14 € et 28 centimes bruts de l'heure. Donc nous avons besoin de mettre cette situation administrative au carré en signant la convention avec l'association Football Club Rive Droite. Est-ce que concernant cette convention, il y a des questions de demande de complément? Non, pas spécialement. On va donc procéder au vote. Qui est pour? Ok, unanimité. Merci beaucoup. Ça va assez vite. Concernant la convention suivante, elle concerne une convention pour la commune et la métropole de Lyon concernant l'offre de service PAC ADS, qui concerne l'autorisation du droit du sol. Et c'est donc Christophe Lambert, une nouvelle fois, qui va nous en parler. Christophe. Alors, dans le cadre de la gestion des droits du sol, ou des droits d'urbanisme, le Grand Lyon, enfin, la métropole de Lyon, a proposé de mutualiser un logiciel qui s'appelle PAC ADS et qui a pour intérêt d'avoir une dématérialisation complète de tous les éléments liés à l'urbanisme et également de favoriser les interactions entre la commune et le service ADS donc, de la métropole qui est notre instructeur sur les permis de construire et les déclarations préalables de travaux que l'on dit complexes.
afin de pouvoir mettre en place cette mutualisation. Donc je crois de mémoire que 80% des communes ont adhéré à ce système. Les communes qui n'ont pas adhéré ont souhaité garder un autre logiciel qui existait dans leur commune, qui était droit de cité. Donc pour pouvoir mettre en place cette mutualisation, toutes les communes qui souhaitent en profiter doivent conventionner ce logiciel avec la métropole. Alors quels en sont les principes majeurs? C'est que la commune a accès à l'intégralité de toutes les demandes d'urbanisme qui ont été faites depuis 1994 avec l'antériorité. En fin de compte, tout ce qui était avant instruit par la DDT a complètement été versé dans ce logiciel, donc on a l'antériorité en termes d'archivage jusqu'en 1994. On a également tous les outils graphiques qui nous permettent d'instruire correctement les demandes d'urbanisme qui sont déposées en commune. Et pour pouvoir bénéficier de cela, en fait, il y a un coût à chaque fois que l'on créera un dossier, que ce soit une déclaration préalable, un permis de construire, etc. Il sera imputé une somme de 6 € TTC à la commune pour l'utilisation du logiciel. Et on recevra donc le 31 mars de l'année suivante les coûts qui ont été liés à l'année en cours. Voilà. C'est fait ici. C'est fait. Vous avez le logiciel ici. Ça y est, il est ici, exactement. Donc le logiciel, en fait, c'est un logiciel qui est sur un serveur de la métropole et on a un accès web. Et donc Sylvie Dulac et moi-même avons les droits d'accès sur ce logiciel. Et donc où que l'on soit, à partir du moment où on a une connexion Internet, on peut régler les problèmes de la vie. Donc c'est quelque chose de très souple et de très agréable à travailler. Comment ça n'enlève rien au suivi du dossier après, avec les recollements après travaux et tout ça? Non. Non, parce qu'en fin de compte, tout ce qui est permis de construire, justement, où en général il y a nécessité de recollement de réseau, ça continue à être instruit par la métropole. Et donc la métropole utilisait déjà ce logiciel en fait, par ailleurs. Donc ils continueront à entretenir leur base de réseau, etc., comme ils le faisaient précédemment. Mais nous, ça nous permet d'avoir un suivi de l'instruction et surtout une dématérialisation complète des dossiers. Et pour l'archivage, etc., ce sera, je pense, pour les suivants, un outil extrêmement intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres questions concernant cette convention signée avec la métropole de Lyon? Non, pas spécialement. Il est donc proposé au conseil municipal de signer cette convention avec la métropole de Lyon. Qui est favorable? Et c'est l'unanimité. Merci à toi, Christophe. Alors, le point suivant de l'ordre du jour concerne les jurys d'assises pour l'année 2016. C'est bien ça? Tremblez tous. Il est proposé au conseil municipal de désigner par tirage au sort les 6 personnes âgées d'au moins 23 ans au 31 décembre 2015 et qui figureront sur la liste préparatoire à la liste annuelle du jury d'assises pour l'année 2016. Ça a l'air d'attirer tout le monde. On va donc procéder par tirage au sort. On a Je vais prendre les registres. c'est le registre. Merci. On va donc pour un registre, c'est ça? Oui. Il va donc me falloir un numéro de bureau entre 1 et 3, etc. Tout le monde copie. Bon, écoute, on va démarrer par toi, Cédric. Il faut que tu me donnes un numéro de bureau entre 1 et 3, s'il te plaît. 1. Numéro de bureau 1. Alors maintenant, il faut donner un numéro de page entre. Enfin, jusqu'à combien de pages? C'est pas à peu près, hein. C'est Très très précisément. En l'occurrence, c'est même plutôt vachement précis. C'est entre 1 et 76. Entre 1 et 76. Monsieur David 55. 55. Ensuite, Ensuite, il nous faut un numéro de ligne, normalement entre 1 et 10. Et 10. Pierre 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dis-nous qui est l'heureux élu. L'heureux élu. Et alors, 1948, on est donc dans les clous. L'heureux élu est Madame Françoise Page, résident, épouse Meunier, résident aux 3 rue des Hautaines. Ah ben non, c'est Radier.
Alors, donc, c'est pas elle. Alors, c'est le suivant. C'est donc Florence Paillaret, excusez-moi si je prononce mal, épouse de Chazalet, qui réside au 16 rue Jean-Louis Renardon. Sur la liste d'émargement, c'est le numéro 475 du bureau 1. C'est noté. On va poursuivre l'exercice, puisqu'on doit le faire 6 fois. Et donc, on va passer à Marie-Danielle pour nous donner un numéro de bureau entre 1 et 3, s'il te plaît. 3. Numéro 2 pages. 3. 89. 89 pages, donc un numéro 89. 89. Alors il y a 1, 2, 3, 4, 5 personnes. 3. 3. 1, 2, 3. Le regagnant de 1985 est Monsieur Gonzague Ziegler, résident 15 rue des Cèdres, et c'est le numéro 741 dans la liste des bureau 3. On va donc continuer. Un numéro de bureau, s'il te plaît. C'est pour faire travailler Christophe. Non, mais c'est bien, au moins comme ça, chacun aura ses chances. Comme ça, il La seule chose, c'est de vous rappeler les numéros de page. Alors, il y a 62 pages. 45. 110. Et donc, il y a 10 lignes. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1984, donc c'est bon. Il s'agit de Monsieur Sébastien Pasquali, résident 2 impasse Georges Sand. Georges Sand, numéro 387. On en a fait 3. Le 1. Merci. Du coup, je sais pas lequel j'ai entre les mains. Le 1 à 76 pages. Ah, il y en a une ici. Alors 76. Le 1 à 76. Ah, c'est là, 76. Très bien. La page 13. Alors toi, tu as fait avoir le 10 lignes. 3. Ah, alors le regagnant est Jean-Michel Caron, résident 10 rue du Lumet 1942. Non, je te rappelle que c'est toi qui as tiré le numéro de bureau. Et donc c'est le numéro 107. Te voilà remercié, Jean-Michel. Moi, j'ai pas le droit de jouer, moi. Ça en fait 4. Tu n'as pas le droit de jouer? Toi? J'ai le droit de jouer? Bah oui, t'as le droit. Quel Bah, numéro 3, tiens. Un classeur 3 alors. J'ai le 89 pages. Alors à toi. Ah, moi, page 28. Page 28. Selon le Bureau. 28, donc 10 lignes. Numéro 1. Madame, 1960. Madame Françoise de Villard, 15-17 rue Raymond Mathieu. Numéro 229. Bureau 3. C'est aujourd'hui combien là? Donc un sixième. Eh bien on reprend de nouveau. C'est Non, Blandine. Blandine d'abord. Ah Blandine, pardon, je l'ai pas, excuse-moi. Numéro de bureau. 2. Bureau numéro 2. Donc 62 pages. 51. 52, 7 alors. Non, 51. 51 et 7. 51, 7. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Madame Agnès Roux, résidence 6, Alfred de Musset, numéro 445 dans la liste de marge. 6 rue Alfred de Musset. 6, C'est parfait. Notre liste est donc complète. Pas de souci. Parfait. Je vais faire ensuite un suivant l'ordre du jour avant de passer à l'interruption traditionnelle de séance pour donner la parole au public. Alors, le point suivant concerne une délibération de principe concernant le recrutement de stagiaires. Il est proposé au conseil municipal d'adopter une délibération de principe permettant de signer tous les documents nécessaires à l'accueil d'un stagiaire pendant la durée du mandat.
Le stagiaire se verra confier une ou des missions conformes à un projet pédagogique défini par son établissement d'enseignement et approuvé par la commune, bien sûr. Le stage ne pourra pas avoir pour objet l'exécution d'une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent. Il ne pourra pas non plus avoir pour objet de faire face à un accroissement temporaire de l'activité de la commune et il ne pourra pas enfin avoir pour objet de remplacer un emploi saisonnier ou de remplacer un agent en cas d'absence ou de suspension de son contrat de travail. Pour les stages de plus de 2 mois, une gratification sera obligatoirement versée. La gratification sera égale à 12,5% du plafond de la sécurité sociale jusqu'au 31 août 2015, sachant qu'elle sera portée à 15% du plafond de la sécurité sociale à compter du 1er septembre 2015. Les modalités de la rémunération seront définies par une convention entre l'établissement, le stagiaire et la commune. Est-ce qu'il y a des remarques concernant cette délibération? Des questions? Pas spécialement. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser le maire à signer tout document nécessaire à l'accueil d'un stagiaire pendant la durée du mandat. Qui est favorable? Qui est Abstenu. Qui s'abstient? 2 abstentions. Donc Cédric Dauvé et Pierre Jacobelli. Tu votes également pour Véronique Cloutan quand tu t'abstiens ou Véronique Cloutan. Voilà. On n'a plus beaucoup de points à l'ordre du jour. Traditionnellement, nous opérons une interruption de séance, pardon, sinon je sens du mal, pour donner la parole au public. Si celui-ci a envie de la prendre naturellement dans le public, est-ce que vous avez des questions? Il y en a? Pas spécialement. Oui, Pierre. J'aimerais bien que vous alliez voir Sam-Maris Basquier. Pour des problèmes de sécurité, il y a des angles de mousse sur les bétons dans la salle qui, au niveau des enfants, n'existent plus. Ah, ok. Donc c'est des protections d'angles qui sont, c'est du béton à la place de la mousse, s'il y a des voleurs ou des choses comme ça. Évidemment. Donc j'ai noté que ça... Cyril a pris note, ne doute pas une seconde que ce soit donc rayé sous peu. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres... À quel niveau de la salle de Bastia? C'est les murs qui descendent des escaliers. Alors d'un côté ils y sont encore, il n'y a pas de problème, du côté du blocage des chaises. Et encore, et de l'autre côté, du côté WC et l'autre du côté local matériel, il y a les deux, enfin les parties hautes qui sont encore, mais c'est les parties basses les plus importantes. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, Annabelle. Je voulais juste savoir ce que ça apportait à la commune de se porter caution pour le projet de l'habitat des 7 logements. Alors, dans le cadre du financement des logements sociaux, afin de pouvoir bénéficier de prêts bonifiés, comme un particulier a besoin d'avoir une caution bancaire, en fait, c'est la commune, il est tradition que ce soit les communes ou alors des collectivités type métropole qui se portent caution de prêt lorsque les fonds propres ou éventuellement le système de fonctionnement de l'organisme de logement ne permet pas de le faire. Donc en contrepartie, ce qui se passe, c'est qu'en se portant caution, la commune devient réservataire d'un certain nombre de logements à l'intérieur du projet qui a été développé. Donc typiquement, dans le cadre du projet qui est fait, un projet BIG, il y a 7 logements qui sont des logements sociaux. Et sur ces 7 logements, la commune est réservataire de 2 appartements. Alors ce que ça signifie en étant réservataire, c'est qu'elle peut proposer 3 noms. Mais là, je crois que c'est plutôt à Corinne de l'expliquer. Mais la commune peut proposer 3 noms aux bailleurs lorsqu'il y a une vacance de l'appartement. Et donc, la commune permet de positionner des personnes en priorité sur ces appartements-là, à condition bien évidemment qu'ils remplissent les critères d'éligibilité du bailleur. Sachant qu'ils sont dans la possibilité de payer, c'est la commune qui paye. Non? Alors, dans le cadre de la garantie, Oui. oui, bien sûr. Alors, ce qu'on a contracté comme garantie, c'est une garantie au dernier recours.
C'est-à-dire qu'avant que la commune ne soit impactée ou qu'il demande à la commune de payer le capital et les intérêts, il faudrait d'abord purger l'intégralité du patrimoine de la Poste et du TAC, qui est à peu près une trentaine de milliers de logements en France. Donc il y a peu de risques sur ce genre d'opération. C'est un risque quasi nul. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres souhaits, de compléments? Pas spécialement? Ok. Alors, si vous voulez bien, à présent, je vais prendre la parole avant qu'on ne reprenne la séance. Si vous êtes là de ce côté-là, vous verrez mal, ça va être projeté. Donc, je vous invite éventuellement, si vous le voulez bien, à vous mettre plutôt sur le côté gauche, parce que sinon, vous n'allez pas vraiment voir ce que je souhaitais vous montrer. C'est une séquence à vocation pédagogique, on dira, puisque dans la commune, on a vu fleurir il y a quelque temps ceci. Il y a beaucoup de gens qui se sont posés des questions sur ce que c'était que ça. Et je dois même dire que les affiches sont tellement bien faites que mes propres adjoints ne savaient pas ce qu'il en était. J'imagine la plupart des conseillers municipaux. Alors moi, ça m'embête toujours que sur un affichage libre, on mette des affiches, mais qui ne sont pas comprises. Donc j'aime bien expliquer ce qu'il y a sur les affiches, afin que tout le monde en soit bien conscient, et pouvoir détailler les choses. Alors on y va. Sur la fiche du haut, c'est marqué « apolitique, mais plutôt fort en mathématiques ». Donc apolitique, quand on regarde le dictionnaire, en gros ça signifie qu'il y aurait un refus d'engagement politique. Soyons clairs, ces affiches qui sont là, naturellement, s'adressent à moi. Elles me concernent, personnellement. Vous allez vite comprendre pourquoi. Donc apolitique, refus d'engagement politique. Il ne vous aura pas échappé qu'à ce jour, je suis maire depuis plus d'un an maintenant, et conseiller délégué de la métropole de Lyon, et qu'à ce titre-là, il est difficile de dire que je ne me suis pas engagé en politique. En fait, le bon terme est sans étiquette, ni gauche, ni droite, qui ne s'est pas affilié à un parti. Donc la fiche dit apolitique, en fait elle devrait dire sans étiquette, pour être bien précis. Ensuite, la fiche dit, mais plutôt fort en mathématiques. Alors non seulement je suis fort en mathématiques, c'est vrai, mais en plus je suis très fort en orthographe, donc notons ensemble que mathématiques devrait prendre un S, puisque comme chacun sait, les mathématiques sont composées de 6 branches, que sont l'arithmétique, la géométrie, l'algèbre, l'analyse, la mécanique et le calcul des probabilités, ce qui fait que mathématiques prend un S. Donc cette affiche aurait dû, voilà, comme c'est pédagogique, c'est affiché aux yeux de tout le monde, autant que ce soit correctement orthographié. Ensuite, on va à la fiche du dessous, puisque ça marche ensemble, ce genre de choses. Alors, il y a un premier montant. C'est un montant, parce qu'ils ont oublié de mettre les euros. Donc le montant est de 1634,63 €. Ce montant correspond à l'indemnité que je touche en tant que maire. Alors ce montant n'est pas tout à fait juste, il est juste, mais il n'est pas indiqué ni que ce sont des euros, ni que c'est un montant brut, ce qui fait que ce montant net est de 1321,83 €. Concernant maintenant le chiffre qui est en dessous, de 2444,34 €. Ce montant-là est l'indemnité de conseiller délégué. Je suis depuis le 1er janvier de cette année conseiller délégué de la métropole de Lyon, ce qui veut dire que je suis rentré dans ce qu'on appelle l'exécutif de la métropole, l'exécutif de Gérard Collomb. En l'occurrence, ça ne veut rien dire quant à mon étiquette, puisque dans l'exécutif de Gérard Collomb, il y a plusieurs étiquettes. Je touche à ce titre un montant brut de 2444,34 € et net de 2007,02 centimes. Voilà ce que signifie la fiche du dessous. Je tiens à préciser que depuis le 1er janvier 2015, comme je touche cette indemnité, j'ai pu quitter mon travail. Et donc, c'est là les sources de mes revenus aujourd'hui. Ensuite, le total est juste. Ce total, il est de 4 078,97 €, toujours brut. C'est le total des indemnités touchées par votre serviteur. Net, ça correspond à 3 328,85 €.
Au-delà, il faut bien savoir qu'une indemnité, ce n'est pas un salaire. Ça veut dire que quand on touche une indemnité de mère, eh ben, si on a envie d'une mutuelle, et ayant 4 enfants, évidemment, j'ai besoin d'une mutuelle, on paye de sa poche, et ce n'est pas offert par la commune ni par la métropole. On paye également ce qu'on appelle la retraite complémentaire. On paye également ce qu'on appelle la prévoyance, si on en veut une. Vous imaginez que, étant en couple avec 4 enfants, j'ai plutôt envie d'avoir une prévoyance. Je vous ai mis des montants à côté pour vous dire ce que ça coûte, et c'est plutôt en dessous qu'au-dessus. Par ailleurs, quelque chose qu'on sait rarement, c'est que les indemnités, ça sert aussi à couvrir les frais. Quand je prends mon véhicule et que je vais à la métropole, c'est moi qui paye. Mon essence, je ne suis remboursé en rien de cela. Quand je prends un repas, parce que je suis en course entre 2 communes que je rencontre, c'est moi qui paye également. Pour votre information, ce mois-ci, j'ai fait 4000 km. Et ces 4000 km, c'est moi qui paye l'essence. Sur les indemnités que vous avez vues tout à l'heure. Les 300 € ne correspondent pas à 4000 km, ils correspondent plutôt à moi. Reste 2478 € net. Voilà ce que je touche après avoir payé l'ensemble des prestations que vous voyez ici. Par ailleurs, quand on est maire, conseiller métropolitain, on n'a pas de ticket resto, on n'a pas de droit au chômage non plus, que ce soit clair, je ne cotise pas aux ACDI. Donc demain, je perds ma fonction, et je n'ai plus qu'à retrouver un boulot, ce qui est très bien, et dans l'interlude, je ne toucherai pas d'indemnité ni d'ACDI. Et enfin, évidemment, on n'a pas de comité d'entreprise. Plus tous les autres avantages qu'on peut avoir quand on travaille dans une entreprise. Voilà, 2478 € net, et pas tout ça. Alors finalement, on va se résumer, parce que je ne veux pas vous embêter trop longtemps. 2478 € net. En sachant qu'à ce jour, je travaille à peu près 65 heures de boulot par semaine. J'ai indiqué minimum, c'est souvent plus. C'est même souvent beaucoup plus. Pour 6 jours, parce que je travaille le samedi aussi, parfois des nuits de travail par semaine, j'ai fait mon petit calcul. Ça veut dire qu'au maximum, je touche à l'heure de travail le SMIC plus 7,6%. Le tout, encore une fois, sans avoir droit à la moindre indemnité, si jamais je perds la fonction. Donc non, je ne suis pas bon en mathématiques, je suis plutôt nul en mathématiques. Par contre, passionné par la fonction et par ce que je fais, plutôt chanceux d'avoir une épouse qui travaille à mi-temps et à domicile, qui peut donc s'occuper des enfants, et enfin, heureusement, accompagné par une équipe solide et soudée. Voilà, ce que je viens de dire est enregistré. J'espère que ceux qui ont mis en place ces quelques affiches dans Saint-Germain pourront l'entendre. Je serais ravi de les rencontrer, mais bon, comme toute personne courageuse, ils n'ont pas signé l'affiche, vous l'imaginez. Merci de m'avoir écouté. Est-ce que d'autres personnes éventuellement auraient un mot à dire avant que nous reprenions notre séance? Commentaires? Pas spécialement? Pardon? Ah bon, c'était pas prévu. Voilà. Pas de questions, pas de commentaires? Alors on continue. Reprenons donc notre séance pour le point suivant à l'ordre du jour. C'est Cyril Devra qui finit son verre d'eau, ça tombe bien puisqu'il va nous présenter le rapport annuel sur l'eau. Donc voilà, donc la compétence eau est plutôt une compétence métropole. Donc je vais vous présenter un petit peu l'organisation d'abord à l'échelon de la métropole et puis après je vous donnerai des informations sur la commune. Donc on va dire que elle couvre à peu près 58 communes, donc le Grand Lyon couvre donc une compétence eau sur 58 communes, ça représente un peu plus de 1 132 000 habitants, donc pour 51 000 hectares à peu près de surface à traiter. Donc pour gérer un peu ces problèmes d'eau, etc., il faut 11 sites de captage, 64 réservoirs. Et donc, le Grand Lyon est dans l'obligation de traiter à peu près 213 000 m3 d'eau potable par jour. Voilà.
Donc le Grand Lyon a délégué donc, la gestion de l'ensemble de son activité de production à des entités privées, dont Veolia Eau, Lyonnaise des Eaux et Essor. Donc voilà. Donc aujourd'hui, le prix de l'eau facturé en 2014, au 1er janvier 2014, donc c'est-à-dire c'est plutôt des prix, est de 3,35 € TTC du mètre cube. Sachant que en 2013, donc au 1er janvier 2013, il était 3,38 €, donc c'est une petite baisse liée à une renégociation un petit peu des contrats d'appel d'offres avec les sociétés privées qui exploitent un peu le réseau. Information sur la commune. Donc nous on dépend d'Albigny-sur-Saône. Donc voilà, l'unité de distribution est à Albigny-sur-Saône. L'eau distribuée est prélevée principalement dans la nappe alluviale du Rhône au niveau du champ de captage Crépieux-sur-Charny. C'est un champ qui est à proximité de Miribel-Jonage. Alors, la société donc, qui gère donc, notre commune est la Lyonnaise des Eaux. L'eau est de très bonne qualité à Saint-Germain. Donc elle est juste désinfectée au chlore au départ. On a la chance d'avoir une station de pompage et une station de traitement en partie basse du village qui a été récemment réhabilitée, rénovée, modernisée, et donc aujourd'hui elle est tout à fait dans les normes. Et donc le rendement de cette station est aux alentours de 80%. Donc c'est plutôt un bon rendement par rapport à d'autres stations. Que vous dire d'autre? Alors, aujourd'hui, on a des soucis quand même au niveau des réseaux, puisque les réseaux, dès qu'il y a des orages un petit peu importants, sont en limite un petit peu de capacité. Et donc, notamment le bassin de rétention dans le Pré des Anglais ne joue pas pleinement sa fonction, avec a priori des petits soucis de raccordement avec la ZAC de Amandillon. Donc, c'est des sujets qui sont en cours de traitement avec la métropole, de manière à pouvoir faire un séparatif, améliorer le séparatif entre les eaux usées et les eaux pluviales, et ce qui permettra d'éviter les soucis qu'on a régulièrement l'été au moment des orages, avec les tampons qui se soulèvent. Voilà. Une autre petite chose et qu'on avait signalé dans le Petit Potin, depuis quelques temps, dans la station, on constate des effluves blancs graisseux de la terre et du sable qui apparaît assez régulièrement. Et donc aujourd'hui, on n'a pas détecté d'où venait ce souci, et donc il va falloir, si vous avez entendu ou vu quelque chose, il faudrait nous faire remonter l'information à ce sujet-là. Voilà. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Les déversements sauvages de choses un peu bizarres. Ça a toujours existé. Il paraît que ça existait il y a 4-5 ans, et puis ça s'était arrêté, et c'est de nouveau d'actualité. Voilà. Les volumes sont quand même relativement importants. Au niveau les volumes de déchets qui sont déversés, de graisse, sont relativement importants. Donc c'est pas de l'huile de fruiteuse de restauration. On parle de camions qui viennent. Oui, il y a plusieurs dizaines de mètres cubes Voilà, la capacité de la station, je vois, elle est capable de digérer à peu près 900 mètres cubes de jour de débit. Et aujourd'hui, notamment à la fin de chaque week-end, tous les matins, tous les lundis matins, elle a tendance à se mettre en sécurité par moment parce qu'il y avait un excès de graisse. Voilà. Donc c'est un sujet à regarder et à essayer de localiser. Et aujourd'hui,
On a fait des sondages avec timonier, le groupe scolaire, les commerces, etc. A priori, ça ne vient pas de là. Donc c'est vraiment, C'est ce qui avait été fait. c'est vraiment quelque chose de... Ouais. Mais ça peut être jeté où il faut une entrée, il faut une source d'entrée. Quelqu'un qui fait ça à la sauvage, qui soulève un tampon et qui vide Donc, son il faut le mettre camion, dans un ouais, j'en sais rien. Je sais pas. Bah, je donne- A priori, il y a une telle quantité, c'est pas quelqu'un, entre guillemets, dans sa baignoire qui fait un petit truc, je veux dire, sans être péjoratif, c'est vraiment un gros volume. Voilà. C'est tout. Voilà, donc si vous voyez un camion qui soulève un tampon et qui déverse à 2h du matin quelque chose, n'hésitez pas à regarder la plaque. C'est marqué Grand Lyon. C'est pareil. C'est pareil. Ok. Voilà. Bon. Vous avez des questions sur le rapport qui vient de vous être présenté ou pas spécialement? Alors, on continue. Et on continue par Christophe qui va également nous présenter un rapport, mais cette fois-ci sur les déchets. Alors, les déchets. Alors, la raison pour laquelle on fait ces rapports, c'est parce qu'on se doit de vous le faire, puisque c'est une délégation de compétences que l'on a donnée au Grand Lyon, puisque normalement c'est aux communes de gérer ça. Donc on se doit de vous faire un retour au conseil municipal de ce qui s'est passé dans la ville. Donc là on parle de 2013, et moi je vais vous parler donc du tri, du déchet. Alors, juste pour vous informer, il y a 3 grandes catégories de tri. La première, c'est les ordures ménagères résiduelles. En gros, pour faire simple, c'est les bacs gris. Ensuite, il y a les déchets qui sont collectés séparément. C'est le verre, c'est les silos à verre que vous voyez sur le trottoir. Et vous avez également les bacs de tri qui sont les bacs verts, couvercle jaune, que vous avez dans votre maison. Et puis après, il y a ce qu'on appelle les déchets occasionnels, qui sont ceux que l'on dépose en déchetterie. En l'occurrence pour nous, plutôt vergenés lorsque l'on a envie de faire la queue. Le rapport, il est beaucoup moins précis que le tien, je suis vachement déçu. En fait, les chiffres que j'ai concernent plus la métropole, le bassin du Grand Lyon que réellement un zoom sur Saint-Germain. Donc, quelques chiffres clés de la collecte à l'échelle du Grand Lyon. Donc, le Grand Lyon, en 2013, avait une population de 1 306 972 habitants. Et en 2012, d'1 293 164 habitants, ce qui veut dire qu'il y a eu une augmentation de la population d'environ 1,1% sur le domaine du Grand Lyon, qui comportait 58 communes à l'époque, et qui, alors pour moi, il ne fait pas 51 km², il ne fait pas 510 km², il en fait 520. Donc peut-être que pour le tri, c'est plus grand pour l'autre. Je suis désolé, mon rapport. Maintenant, quelques informations sur le volume qui sort des bacs gris. En 2013, 305 480 tonnes. Alors, je me suis amusé à une comparaison. Alors, la Tour Eiffel, c'est 10 000 tonnes. D'accord? Donc, ce qui veut dire qu'on extrait 3,30 Tour Eiffel et demi par an de déchets dans les bacs gris. Ça, c'est une première chose. En 2012, il y en avait eu de collecter 313 637 tonnes. Donc, ce qui veut dire qu'entre 2012 et 2013, il y a eu moins de déchets collectés dans les bacs gris, alors qu'il y a eu une augmentation de la population. Ensuite, dans les déchets collectés séparément, le verre, les fameux silos à verre. En 2013, ont été collectés 26 200 tonnes de verre. Alors, on va garder la Tour Eiffel comme étalon, 10 000 tonnes, ce qui veut dire qu'on a collecté équivalent de 2,6 Tour Eiffel en verre. En 2012, c'était 25 053. Donc il y a eu une augmentation de 4,6% de la collecte à l'intérieur des silos à verre. C'est plutôt une bonne chose, ce qui veut dire que les personnes, malgré l'augmentation de la population sur le bassin du Grand Lyon, ont quand même eu tendance à aller vers les bacs de collecte pour y mettre leur verre. Alors je vous y engage, parce qu'en plus de ça, enfin mais là je parle pour ma paroisse professionnelle, c'est qu'en fait le Grand Lyon a un accord avec la Ligue contre le cancer du Rhône. Et en fin de compte, en fonction du tonnage qui est collecté à l'intérieur des silos, une somme est reversée à la Ligue contre le cancer du comité du Rhône. Et cet argent est effectivement transféré pour 50% pour le bien-être des patients et 50% pour la recherche. Ensuite, pour le tri des bacs verts, donc ces fameux containers que vous avez chez vous. Il en a été collecté 62 832 tonnes en 2013, donc maintenant vous savez que la Tour Eiffel fait 10 000 tonnes.
Ce qui fait qu'on en a collecté environ 6,3 tours Eiffel, des bacs jaunes. Et en 2012, 60 389 tonnes. Donc il y a eu une augmentation de 4,05% de la collecte à l'intérieur de ces bacs. Ce qui veut dire qu'en gros, ce que l'on a perdu des bacs gris a été transféré dans les bacs de tri pour partie. Alors là, petite alerte, parce que rien ne sert de collecter, il faut bien trier. C'est-à-dire que ce que vous mettez dans vos bacs jaunes, c'est bien de mettre dans les bacs jaunes. Mais le plus important, c'est ce que le Grand Lyon est capable de valoriser à partir de ce tri. Et là, le bilan il est beaucoup plus mitigé, car sur les 62 832 tonnes collectées, seulement 44 000 tonnes ont été recyclées. C'est-à-dire qu'on a perdu 1,8 tour Eiffel de recyclage en 2013. Ce qui veut dire que clairement, on a eu disons que le taux de recyclage n'était pas très bon, mais non seulement il n'était pas très bon en 2013, mais pire, il était moins bon qu'en 2012. Puisque si on fait la comparaison entre 2012 et 2013, le taux de refus, c'est comme ça qu'on quantifie la capacité à retraiter ce qui sort des bacs jaunes, le taux de refus a augmenté de 9,84%. Donc il est très important, lorsqu'on fait l'acte de trier, de le faire correctement. C'est pourquoi le Grand Lyon a fait de grosses opérations en 2013 de sensibilisation pour permettre aux usagers de savoir comment est-ce qu'il faut trier, parce que les personnes avaient tendance à regarder ce qui était sur les petits macarons. Et quand vous voyez un petit macaron vert, en général, vous savez, le petit triangle vert avec une flèche, les gens se disent « Ah, c'est chouette, je peux recycler, donc je le mets dans le bac vert ». Non, pas du tout. En fait, ça veut dire que ça a été fait avec du produit de recyclage. Mais comme il a déjà été recyclé, c'est pas forcé que vous puissiez le recycler une nouvelle fois. Donc voilà, il y a des règles de recyclage. Donc il y a des tas de petits outils de communication qui existent, qui sont diffusés par le Grand Lyon et qu'il est bon d'avoir chez soi et donc diffuser autour de vous qu'il est bien de trier, mais il est surtout important de bien trier correctement sa poubelle. Maintenant, on va parler des déchets occasionnels, donc les déchetteries. En 2013, il a été collecté 127 464 tonnes, 12,8 tours Eiffel. En 2012, il a été collecté 130 805 tonnes, ce qui veut dire qu'il a été collecté moins en 2013 qu'en 2012, moins 2,55%. Ce qui est plutôt une bonne chose globalement, ce qui veut dire que les gens ont soit correctement retrié leurs déchets, ou en tout cas ils n'ont pas forcément balancé dans les déchetteries. Pierre, si tu continues à rigoler, celui de 2014, c'est toi qui le feras. L'eau aussi. Et l'eau aussi, non, il n'a pas rigolé. Ça veut dire que les gens ne vont pas dans les déchetteries parce qu'il y a la queue et qu'ils préfèrent brûler leurs déchets? Non, pas forcément. Ça peut vouloir dire aussi que les gens prennent des voies alternatives. Alors apparemment, le dépôt sauvage n'a pas forcément augmenté sur le territoire du Grand Lyon. Mais voilà. La chose qui est très importante dans ce qui se passe dans les déchetteries, c'est ce dont est capable de faire le Grand Lyon de tout ça. Bon, t'inquiète pas, c'est une utopie. Donc, de ce tonnage d'encombrant, une partie est recyclée et une autre partie part en enfouissement. Et c'est cette partie d'enfouissement qui est ce que l'on lègue aux générations d'après. Donc, il faut absolument que l'on soit en mesure de réduire d'année en année la quantité de déchets que l'on met en enfouissement. Et là, la nouvelle est plutôt bonne, puisque en 2013, nous n'avons enfoui que 2 tours Eiffel. D'accord ? Alors qu'en 2012, on en avait enfoui 2,3. Donc, c'est déjà pas mal. Je vous informe de quelque chose dont j'étais pas au courant, j'ai appris dans le rapport, qu'il existe des recycleries. Bon, il y a celle de Trévoux, d'accord, que certains connaissent, mais il y a 3 recycleries qui ont été installées à l'intérieur des déchetteries. À l'intérieur des déchetteries. Oui. Et donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la recyclerie, c'est une structure qui permet de donner une deuxième vie à des objets que vous allez venir déposer en déchetterie. Alors, pour celle qui est la plus proche de chez nous, alors il y a celle de Trévoux, dans l'Ain, mais si vous devez aller dans une déchetterie du Grand Lyon pour déposer vos déchets et que vous souhaitez malgré tout pouvoir le faire re-rentrer dans un réseau de recyclerie, la déchetterie la plus proche est celle de Champagne, et l'adresse c'est Impasse des Anciennes Vignes, pour ceux qui ne savent pas aussi. Voilà. Alors, tout confondu, un habitant grand-lyonnais a produit à peu près 400 kg de déchets dans une année. Pas mal. Mais la chose intéressante, c'est que le pourcentage est en baisse d'environ 1,5% par rapport à 2012. Alors là, je vous ai parlé du Grand Lyon.
et j'ai pas beaucoup d'informations à vous donner sur Saint-Germain en particulier, puisque la seule chose qui était indiquée sur le rapport de 2013, c'est qu'en termes de fréquence de ramassage, ça vous êtes bien au courant, on est passé en fréquence 2, c'est-à-dire que les particuliers sont ramassés 2 fois par semaine, une fois pour les bacs gris, une fois pour les bacs jaunes, et en fréquence 3 pour les collectifs, c'est-à-dire 2 fois pour les bacs gris et une fois pour les bacs jaunes. Pour la collecte sélective dans les bacs jaunes, la commune est plutôt classée bon élève, mais comme tout le Val-de-Saône. Le Val-de-Saône est plutôt un bon élève du Grand Lyon. Et nous, en termes de recyclage, on est capable, c'est une fourchette, hein, on a été capable on est entre 51 kg et 73 kg par habitant par an. Voilà. Donc, je ne vais pas aller plus loin parce que vous en avez un bouquin entier qui est disponible à l'accueil, donc je vous engage à venir y jeter un œil. La seule chose qui est importante, c'est que le déchet doit devenir une valeur parce que tout ça a un coût. Et il faut savoir que la collecte a coûté 132 millions d'euros au Grand Lyon en 2013, que le chiffre en 2012 était de 125 millions d'euros, ce qui veut dire que le pourcentage a augmenté de 5,6%, et la raison pour laquelle il y a eu des augmentations, c'était principalement dû au fait qu'en 2013, il y a eu beaucoup d'efforts de communication qui ont été faits, justement pour essayer de corriger le tir de ce qui se passait en termes de qualité de tri, mais également des études de faisabilité quant au devenir des déchets, de manière à les valoriser. Voilà, donc pour ceux qui sont intéressés, vous avez un bouquin, vous n'aurez pas le droit de sortir de la mairie, donc je suis désolé, il faudra le lire ici. Il y a pas mal d'agents d'ailleurs, en 2013, des agents du Grand Lyon circulaient. Mais voilà, tout à fait, ça fait partie des communications qui avaient été faites à l'époque. C'était au moment aussi de mise en place des bacs jaunes. Je vous conseille d'aller visiter la déchetterie, qui est visitable, qui se trouve pas la déchetterie, le centre de tri à Rieux. C'est très intéressant et très formateur, hein, je vous assure. Quand vous voyez les gens trier sur le tapis roulant à toute vitesse et puis on vous montre ce qu'il faut faire, quand vous ressortez, vous ne sortez pas pareil. C'est ouvert au grand public? C'est ouvert au grand public. Il faut prendre des rendez-vous pour se faire. Bien sûr. Actigène y allait pendant les vacances. Et je vous signale aussi qu'il y aura peut-être 3 tours Eiffel à 15 cieux de déchets, des centrales. Voilà. Donc, je pense que c'est acté. C'est acté. C'est acté. C'est acté. Il faut savoir que de mâche fer, de sortie de l'eau. Voilà, donc la seule chose que vous aurez retenue, j'espère que ce n'est pas simplement le toilette Eiffel. Mais faites du tri et faites le bien. Parfait. Pas d'autres questions sur son rapport? Pas spécialement. On passe au point suivant, il n'y en a plus que 2. Le 30 avril de l'année dernière, une délibération a été prise concernant les délégations qui sont données aux maires. Parmi ces délégations, il y avait l'obligation d'informer le conseil municipal à propos des affaires contentieuses, donc on est dans le domaine judiciaire, des affaires contentieuses portées devant les juridictions compétentes au nom de la commune, bien sûr. Je vous informe donc que depuis le début, la commune a mandaté des frais d'honoraires, donc s'est appuyée sur des conseils, des frais d'honoraires qui ont porté sur 3 affaires à ce jour. Une affaire qui était une affaire en matière d'urbanisme. Elle concernait une bonne décision prise par la précédente municipalité. On a donc été attaqué, on s'est défendu, pour cela on s'est appuyé sur un conseil qui nous a coûté 2520 €. C'est comme ça quand on va en justice parce qu'on a besoin de défendre la commune. La décision était bonne et cela a été reconnu, par conséquent la personne qui souhaitait nous attaquer a dû rétrocéder la somme de 1000 €. Ce qui veut dire quand même que dans cette affaire, on perd 1520 €, mais il est difficile de faire moins. Par ailleurs, il y a eu une deuxième affaire qui a été dirigée pour le coup à l'encontre d'une association, où la commune a également souhaité défendre ses droits. Et là, ça nous a coûté simplement un huissier de justice pour faire un constat, et ça nous a coûté 75 €. Enfin, il y a une troisième affaire qui, elle, est en cours, dirigée à l'encontre d'un agent communal. C'est moins
moins amusant. Je dirais, si on peut dire que c'était amusant, ça n'était pas non plus. Et là, concernant cette affaire, nous sommes appuyés sur un avocat qui nous a coûté la somme de 775,68 €. Voilà, donc ces montants restent relativement modiques. On espère que ça continuera, mais il faut bien défendre la commune lorsque ses droits sont mis en cause. Voilà pour cette information concernant les délégations. Est-ce que vous avez des questions, des demandes? Non, pas spécialement. Donc je vais laisser Blandine Brocard conclure, puisque j'ai un certain nombre d'annonces à faire, je crois, concernant les festivités prochaines. Oui. Oui, on t'écoute. Festivité quasiment immédiate, évidemment il s'agit du mai, vendredi. Commémoration donc. Voilà, de la Seconde Guerre. Donc on a rendez-vous à la gare à 11h pour une première brève commémoration en ce qui concerne donc, les cheminots. Et ensuite on se retrouve vers 11h15, le temps de monter place de la bascule, où, comme à l'accoutumée, il y a l'école de musique qui sera présente pour jouer la Marseillaise, et nous rendrons en cortège jusqu'au monument aux morts, en faisant une halte traditionnelle de la stèle des veuves et victimes de guerre, et puis les commémorations classiques avec les porte-drapeaux, les associations d'anciens combattants évidemment, des représentants du conseil municipal des jeunes. Voilà. En ce qui concerne le 10 mai. Et on conclura par un pot. Absolument. D'accord. Un verre de l'amitié. On vous convie évidemment à venir à cette cérémonie du 8 mai, donc 11h15, place de la bascule, en sachant que les enfants sont très largement invités à venir. Je me répète de commémoration en commémoration, mais il me semble assez important que les enfants soient conviés à ce type de cérémonie du souvenir, qui n'est finalement pas si fréquent non plus, et qu'il est important de respecter et de commémorer. Voilà. Tu as d'autres annonces? Oui, en ce qui concerne la fin du mois, le 30 mai, ce sera une journée cubaine. Vous en entendrez très prochainement parler, que ce soit dans le petit potin de la semaine prochaine, où il y aura des flyers, des affichages dans la commune. Ça a été initié par la bibliothèque. Il y avait une conteuse cubaine qui devait venir, et petit à petit, de nombreuses choses se sont greffées autour de Cuba. Il y aura la projection d'un film à l'issue de cette journée. Il y aura une exposition de photos dans la bibliothèque. Le matin même, à la bibliothèque, il y aura des contes pour enfants. Vraisemblablement, un professeur de danse qui viendra nous initier à quelques danses cubaines. Un apéritif partagé. Alors, s'il y en a qui connaissent les recettes cubaines, d'autres, évidemment, sont les bienvenus. Voilà. Et la projection du film, ce sera le soir? Non, tout à fait. À quel endroit? Dans la cour de la mairie, sous le haut. Ce qu'on avait déjà eu l'occasion de faire pour la coupe Le foot, le 13 juillet dernier. D'accord. Donc là, il est encore en place, il va être amélioré même. On a une idée du film ou pas encore? Ça va venir. Bon, c'est la fin de semaine. On dira ça plus tard. Voilà. Tu as d'autres points? Après, ce sera pour juin, donc peut-être. Sinon, la fête de la musique, qui donc était organisée les années précédentes par l'école de musique dans la cour de la mairie, sera organisée cette année en lien avec la nouvelle association des commerçants, et cela se déroulera sur le Pré des Anglais. Voilà, l'école de musique garde le côté évidemment musical, et puis l'association des commerçants sont en train de mettre en place un certain nombre d'animations pour que ça se déroule sur toute la journée. On est en train d'évoquer un repas proposé aux familles, aux personnes âgées, à midi. Voilà, il y a un appel, comme d'habitude aussi, qui est fait à tous ceux qui veulent se produire sur la scène. Il faut contacter le trésorier de l'école de musique, mais ce sera pareil dans le prochain petit potin qui met en place la programmation musicale, et chacun peut dire j'ai envie de venir jouer 10 minutes, un quart d'heure, seul, en groupe, quel que soit le style de musique.
Merci Blandine. Cyril, je crois que tu voulais ajouter quelques mots. Oui, deux petites choses. Pour vous signaler que la rue de la Résistance, début de semaine prochaine, va être en travaux pendant 2-3 jours, puisqu'on refait l'enrobé du rond-point, quasiment de la Mordillienne, jusqu'à la rue du Parc. Donc là, il y a un petit tronçon, il doit y avoir à peu près 200 mètres, donc c'est à peu près 2-3 jours de boulot à compter de lundi. Donc la route sera barrée, il y aura probablement des déviations du 95 et 96. 96 et la ligne junior directe 242 qui seront limitées au rond-point de la mairie. D'accord. Donc c'est parfait. Ce sera barré dans les deux sens ou il va y avoir... Alors la première journée donc, où ils ont tendance à... je n'utilise pas le terme tu as donné. Oui, voilà, exactement. Donc là, a priori, il y aura une possibilité de faire un alterné. Ça sera un petit peu plus souple, au moins en termes de véhicules. La deuxième journée sera plus compliquée. Voilà. Je peux poser une question à Cédric. Tu disais que le 96 s'arrêtait quand il monte pas. Voilà, le 96 du coup, il pourra faire la boucle dans le village. Donc il se retournera au niveau du rond-point de la mairie. Donc il y aura une information sur les 3 arrêts qui ne sont pas desservis, c'est-à-dire Saint-Germain-Village, Léotane et Saint-Germain-Point-Béni, pour inviter les personnes à se reporter sur l'arrêt. Donc lundi, mardi, mercredi. Donc lundi, mardi. Lundi, mardi. Après, si les conditions climatiques sont exécrables, peut-être que ça sera longtemps. Par contre, les lignes 92 et 61, elles ne sont pas impactées. Et puis le deuxième dossier qui est en cours et qui a démarré, c'est le pont de Pierre Blanche, donc à côté de Port-Masson, là-bas, qui est le pont suspendu qui enjambe les voies ferrées. Et celui-là, il est en travaux pendant 1 mois, où ils vont changer les joints de chaussée et ils vont refaire le tablier, donc ils vont refaire l'enrobé du tablier. Donc ça va être une circulation alternée pour les véhicules, par contre déviation pour tous les poids lourds. Qui vont passer qui passeront ou soit par Quincieux, soit par Saint-Germain et l'avenue de la Paix et Spahi. Et ça commence. Et ça commence. C'est déjà commencé. Ouais, ça a commencé le 4. Donc, voilà. On avait vu aussi avant, dans ce mandat avec Monet, tout ça, les courbes sur les gorges d'enfer où les enrobés sont partis. Donc ils avaient dit qu'ils referaient, mais je vois que ça. Ouais, ils ont fait un petit quelque chose, mais ça n'a pas de. Ça, non, ça ils avaient mis des gravillons. Ils avaient dit, voilà, mais les gravillons, ça vaut rien du tout, il faut qu'ils refassent en dur. Et ça, il a promis, on avait été voir ensemble. Voilà, j'ai fait le tour. Juste un dernier point pour les joueurs. Avant-dernier, pour les joueurs, il y a une soirée jeu qui est organisée par la Bonne Pioche le vendredi 29 mai. À la maison du chemin maintenu. Et donc, pour ceux qui ont envie de passer une soirée à jouer à des jeux qui sont de plus en plus sympathiques, autant pour les adultes que pour les enfants, vous serez le bienvenu à partir de 20h. Et si vous aimez les jeux moins sympathiques, il y a aussi une soirée poker qui va être organisée par Futsal. Bon, c'est un peu plus populaire que les... Il y a un peu plus de monde. Avant simplement de conclure, sachez qu'à partir de maintenant, on va commencer à monter en puissance sur les festivités et les loisirs qu'on souhaite organiser à Saint-Germain. Donc ça va se traduire immédiatement puisqu'on avait souhaité étudier le projet de création d'un ciné-club à Saint-Germain. Il est créé, c'est une association qui va s'en occuper. Et ce ciné-club commencera à fonctionner dès la fin de ce mois, puisque c'est lui qui va se charger de la projection du film sur Cuba. Mais ensuite, il y aura une programmation régulière, une fois par mois peut-être, dans la salle Georges Brassens, avec des films dont l'orientation de programmation sera plutôt grand public et naturellement avec des tarifs qui seront plutôt faibles. Voilà, donc on va lancer ce ciné-club dès la fin de ce mois et ensuite la programmation sera rapidement mise en place. Je peux savoir quelle chose qui doit se mettre ça, non ?
Pardon? L'association C'est une nouvelle association qui va s'appeler Ciné Club Val de Saône et qui va se produire. C'est compliqué hein, pour passer des films. Oui, c'est pour cela qu'on. C'est très compliqué. Hein, parce que nous, ça demandait tellement de choses. Oui, ça demande beaucoup de choses et donc c'est pour cela qu'on a mis une personne sur le coup depuis déjà plus d'un mois qui travaille sur ce sujet-là et qui nous soumet au fur et à mesure les législations, les contraintes. Je ne cache pas que à travers, il faut le vouloir pour y aller, mais on le veut et on va y aller. Voilà. Eh bien, je vous remercie. On conclut ce côté municipal. Non, pardon. La date du prochain conseil. 24 juin. 24. C'est un mercredi? Oui, mercredi. C'est ça? Alors, le mercredi 24 juin. Est-ce que c'est un mercredi? Mercredi 24 juin. Je voudrais rajouter un petit point. Madame Jacquet de l'association France Protection Famille m'a demandé de transmettre une invitation à l'organisme de la Saint-Marie-Bastille, son association, une journée samedi, et une chorale qui va partir de la mairie en chantant, va descendre, va passer par les cités jusqu'à la Saint-Marie-Bastille. Donc c'est ouvert à tout public. Et elle souhaitait inviter les membres du CCAS et du conseil municipal. Donc il y a une invitation qui doit circuler. Voilà. Si vous pouvez la lire et la faire passer. Merci. Ça se passe quand? Samedi 9 mai. Ce samedi donc. Oui, ce samedi. C'est pour une association sponsor de la protection de l'enfance. Et en même temps, la chorale qui fête, je crois, ses 20 ans, enfin, il coupe le mouvement. Ils vont partir en chantant. Vous pouvez les suivre. Je crois que c'est écrit sur le. Parfait. Merci à tous et bonne soirée. Bonne soirée.